L'aube se levait lentement sur la savane du Kruger, répandant une lumière dorée sur les herbes sèches et les buissons épineux. Dans un recoin presque invisible d'un fourré de ronces, une lionne de 7 ans, Zola, achevait un long et douloureux travail. Après 16 heures d'efforts ininterrompus, ses flancs tremblaient encore de fatigue quand 3 petits corps humides vinrent au monde. C'était sa première portée. 2 d'entre eux arboraient la fourrure jaune pâle caractéristique des lionceaux, avec leurs yeux encore fermés et les petites taches sombres qui marquent le front des nouveau-nés. Le troisième, cependant, fit vaciller son souffle. Sa robe était entièrement blanche, éclatante comme un éclat de lune au milieu des herbes dorées. Zola, haletante, s'attarda sur ce petit dernier, plus frêle que les autres. Alors que ses 2 frères se tortillaient déjà, cherchant maladroitement à ramper vers les mamelles maternelles, le lionceau blanc restait immobile, tremblant, respirant difficilement. La lionne le lécha avec insistance, sa langue râpeuse débarrassant son pelage du sang et du liquide amniotique tout en stimulant sa circulation. Pourtant, sa faiblesse inquiétait la mère. Elle savait par instinct que les premières heures décidaient souvent de la survie. Le colostrum contenait les anticorps essentiels, et sans lui, un petit n'avait pratiquement aucune chance. À quelques kilomètres de là, Marcus Wellington, rangé au Kruger depuis 15 ans, achevait sa patrouille matinale. Ses jumelles en main, il balayait l'horizon lorsqu'il aperçut Zola, reconnaissable à la cicatrice qui barrait son flanc gauche. Son regard s'arrêta aussitôt, à côté d'elle, 3 lionceaux minuscules. Et parmi eux, l'un semblait irréel. Marcus sentit son cœur s'accélérer. En 15 années de terrain, il n'avait jamais vu de lion blanc naître dans la nature. Les manuels évoquaient le leucisme, une mutation génétique récessive rarissime, différente de l'albinisme puisqu'elle laissait intacte la couleur des yeux. Dans le monde entier, à peine 300 individus avaient été recensés, presque tous en captivité. Devant ses yeux se jouait une scène plus improbable qu'un gain à la loterie. Il ajusta son téléobjectif et commença à photographier frénétiquement. Les clichés seraient précieux pour la recherche internationale. Mais l'enthousiasme scientifique laissait place, peu à peu, à une inquiétude profonde. Dans la savane, la différence n'était pas toujours tolérée. La fourrure blanche, éclatante, attirait les regards des proies comme des prédateurs. Et déjà, le petit peinait à se mouvoir, plus petit d'1/5 que ses frères. Les heures suivantes confirmèrent ses craintes. Zola, attentive, guida ses 3 petits vers une cachette plus sûre, une anfractuosité rocheuse dissimulée par des herbes hautes. Les 2 lionceaux jaunes suivirent sans trop de mal, rampants mais déterminés. Le blanc, lui, s'arrêtait sans cesse, haletant, ses flancs maigres soulevés par l'effort. La mère devait revenir sur ses pas pour l'encourager, le pousser du museau, parfois même le hisser légèrement. Marcus, à distance, notait chaque détail dans son carnet. Jour 1, naissance de 3 lionceaux. 2 normaux, un leucistique. Faible, retard de motricité, réaction lente. À surveiller de près. À la tombée de la nuit, la savane changea de visage. Les ombres s'allongèrent, les hyènes ricanèrent au loin, et les hiboux prirent leur envol. Zola blottit ses petits contre son ventre chaud. Le lionceau blanc, placé au centre, trouva refuge entre ses frères plus vigoureux. L'image, paisible, donnait l'illusion que l'amour maternel pouvait effacer toute différence. Pourtant, Marcus savait qu'il ne s'agissait que d'un répit. La route vers l'intégration serait rude. Les jours passèrent. Au 10e, Marcus constata l'écart croissant. Le petit blanc pesait 1,2 kg quand ses frères atteignaient déjà 1,5. Ses yeux s'ouvrirent plus tardivement et ses tentatives de jeu restaient maladroites. Zola le soignait toujours, mais Marcus remarqua une nuance cruelle. Lorsqu'il gémissait, elle tardait un peu plus à répondre, comme si une part d'elle hésitait à investir dans un être condamné d'avance. La 3e semaine, les jeux commencèrent entre frères. Petite morsure, roulade, premier bond. Le lionceau blanc, toujours en retrait, finissait poussé hors du cercle, spectateur plus qu'acteur. La 4e semaine, l'épreuve devint sociale. Chez les lions, toutes les femelles participent à l'éducation des petits, une forme de maternage collectif. Mais Kira, la doyenne, fronça le museau à la vue du petit clair. Ses oreilles s'abaissèrent, son souffle se fit grondement. Nala, la sœur de Zola, recula même de quelques pas en grondant à voix basse. Aux yeux du clan, cette couleur inhabituelle évoquait la faiblesse, peut-être la maladie. Instinctivement, elle le rejetait. Marcus observa la gorge serrée. Jour 25, comportement d'exclusion répété. 12 tentatives d'approche, toutes rejetées. Ce n'était pas de la cruauté, mais un mécanisme de protection. Dans le monde sauvage, la moindre anomalie pouvait menacer la survie du groupe. La 5e semaine apporta le premier véritable drame. Zola, accompagné de Kira et de Nala, guida les lionceaux pour observer une chasse. Une petite troupe d'antilopes broutait à quelques centaines de mètres. Les lionnes se glissèrent silencieusement
et les petits, tapis dans les herbes, imitaient leurs gestes. Les deux frères, à la fourrure dorée, se fondaient parfaitement dans le décor. Mais la blancheur éclatante du troisième trancha net contre la savane. L'un des guetteurs repéra la silhouette immaculée, lança son cri d'alarme, et en un instant, le troupeau entier s'égailla. Non seulement la proie visée s'enfuit, mais tous les animaux alentour disparurent dans un fracas de sabots. Le clan rentra bredouille, le ventre creux. Pour la première fois, Marcus vit dans les yeux des lionnes une colère tournée vers le petit. Même Zola, jusque-là protectrice, laissa échapper un grondement de frustration en sa direction. Ce n'était pas un rugissement, mais un soupir lourd de déception. La fragile bulle qui avait protégé le lionceau blanc éclata ce soir-là. L'équilibre entre l'amour maternel et les lois impitoyables de la survie venait d'entrer en collision. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante au sein du clan. Après la chasse manquée, le regard des femelles s'était durci à l'égard du petit blanc. Chaque tentative d'approche de sa part se soldait par un rejet sec. Un grognement, une patte qui repoussait, ou un simple recul accompagné d'un souffle agacé. Kira, la doyenne, incarnait cette sévérité avec une constance implacable. Marcus, témoin de ces scènes, notait scrupuleusement. Jour 30. Le rejet s'affirme, non par violence ouverte, mais par exclusion systématique. Le petit reste seul la majeure partie du temps. Zola continuait à lui prodiguer des soins, mais de manière plus discrète, presque clandestine. Elle le nourrissait à l'écart, profitant des moments où les autres lionnes surveillaient ailleurs. L'amour maternel demeurait, mais l'instinct collectif pesait lourd sur ses épaules. Ces deux lionceaux jaunes, eux, grandissaient vigoureusement, s'intégrant parfaitement au jeu et à la hiérarchie en formation. Le contraste devenait chaque jour plus flagrant. La 6e semaine accentua la fracture. 3 tentatives de chasse échouèrent, et chaque fois, la silhouette claire du petit compromis la stratégie. Les antilopes, les zèbres, même les girafes dressaient la tête dès qu'ils se déplaçaient. La savane, vaste mais implacable, offrait peu d'abri à une fourrure aussi visible. La colère monta. Kira mena alors une confrontation ouverte. Devant Marcus, immobile derrière ses jumelles, elle s'avança vers Zola, la crinière hérissée, les muscles tendus. Ses yeux d'ambre lançaient des éclairs. Zola, protectrice, se plaça devant son petit. La scène dura un quart d'heure. Menaces, postures, grognemangs sorts. Zola finit par baisser la tête, éviter le regard de la dominante, et se recula légèrement. La décision tombait, le lionceau blanc n'accompagnerait plus la troupe en chasse. Le soir même, le cœur serré, Zola laissa son petit derrière elle. Marcus observa, impuissant. Jour 38, premier abandon. Le petit appelle sa mère durant 8 minutes, voix de plus en plus faible. Quand le clan disparaît, il reste prostré, incapable de se déplacer. Le retour du groupe, quelques heures plus tard, confirma son isolement. Il n'avait pas bougé d'un centimètre, roulé en boule sous un buisson. La sensation d'abandon irréversible venait de s'ancrer en lui. Les jours suivants, le schéma se répéta. Zola allait chasser avec le clan, laissant le petit à l'écart, puis revenait parfois lui donner à téter en cachette. Marcus notait un changement de comportement. L'énergie de l'animal diminuait, et avec elle, sa volonté d'interagir. Jour 42, signe d'abandon appris. Le petit cesse d'insister, observe de loin, imite maladroitement ses frères, mais n'ose plus s'approcher. Une semaine plus tard, une nouvelle épreuve frappa. Le petit tomba malade. Fièvre, faiblesse extrême, refus de s'alimenter. Zola, cette fois, céda à l'appel de son instinct maternel. Pendant toute une journée, elle resta couchée près de lui, le léchant avec patience, l'encourageant à boire un peu de lait. Sa tendresse transperçait la dureté du monde. Mais ce geste eut un coup, aucune autre lionne n'approcha. Le cercle invisible du rejet s'élargissait autour d'eux. Kira, exaspéré, posa l'ultimatum final. À travers ses grognements et sa posture haute, le message était limpide, Zola devait choisir. Soit elle restait fidèle au clan et à ses 2 lionceaux prometteurs, soit elle s'isolait définitivement avec celui qui menaçait l'avenir de tous. Le dilemme se lisait dans les yeux de Zola, jaune et brûlant de douleur. Un matin brumeux, la décision fut prise. Le petit avait légèrement récupéré, assez pour marcher faiblement derrière sa mère. Zola l'entraîna loin du territoire du clan, à travers les herbes encore humides de rosée. Ses pas étaient lourds, hésitants, mais déterminés. Marcus, le cœur battant, suivait discrètement en véhicule. Puis, arrivé dans une zone reculée, Zola s'arrêta. Le lionceau la fixheit, incertain. Elle le renifla, le lécha une dernière fois, et se détourna. Ses épaules s'affaissèrent, sa démarche se fit lente, douloureuse. Mais elle ne se retourna pas. Le cri plaintif du petit monta dans l'air, désespéré,
jusqu'à ce que la silhouette de sa mère disparaisse dans la brume. 3 jours passèrent. Marcus retrouva le lionceau blanc à maigri, recroqueville ou en rocher. Ses yeux bleus, jadis lumineux, s'étaient ternis. Chaque respiration semblait une lutte. Jour 50, état critique. Servi improbable sans intervention. La dilemme rongea Marcus. Devait-il respecter les lois de la nature et laisser l'évolution suivre son cours, ou intervenir au nom de la conservation? Le leucisme, aussi beau qu'il soit, constituait un handicap fatal. Mais les lions sauvages déclinaient déjà à un rythme alarmant. Chaque vie comptait. Lorsqu'il s'agenouilla à 2 mètres du petit, Marcus croisa son regard. Ce n'était pas un rugissement qu'il entendit, mais un faible miaulement, une supplication. Dans ses yeux brillait encore une flamme fragile, le désir de vivre. Ce fut à cet instant précis que Marcus comprit qu'une nouvelle histoire commençait. Non plus celle d'un simple lionceau sauvage, mais celle d'un être qui, peut-être, deviendrait le symbole d'une lutte plus vaste entre l'instinct cruel de la nature et la responsabilité humaine. Le lionceau blanc gisait sous l'ombre d'un rocher, ses flancs maigres se soulevant avec difficulté. Marcus resta accroupi près de lui, partagé entre ses convictions de naturaliste et l'élan irrépressible de sauver une vie. Pendant des années, il avait observé la dureté des lois de la savane. Les plus faibles étaient sacrifiés pour garantir la survie de l'espèce. Pourtant, en cet instant, face à ses yeux bleus éteints mais suppliants, il comprit qu'il ne pouvait rester spectateur. Avec des gestes mesurés, il s'approcha. Le lionceau tenta de relever la tête, poussa un faible gémissement, puis s'affaissa. Marcus le souleva délicatement, sentant sous ses mains le frisson d'un corps trop maigre, presque sans force. Dans la Jeep, il avait toujours une caisse de transport et quelques couvertures destinées aux interventions d'urgence. Il enveloppa l'animal, alluma le chauffage et nota dans son carnet « Jour 53, décision prise ». Intervention humaine. Objectif, stabiliser, nourrir, évaluer la survie. Le trajet jusqu'au centre de soins de la réserve fut long. Le petit resta immobile, bercé par les chaos de la route, parfois secoué de tremblements. Marcus parlait à voix basse, comme pour l'encourager. À son arrivée, une petite équipe vétérinaire l'attendait. Le diagnostic fut sévère, malnutrition, déshydratation, infection pulmonaire probable. Les chances de survie étaient minces, mais pas inexistantes. Les jours suivants furent un combat acharné. Sous perfusion, réchauffé par des lampes spéciales, le lionceau reçut des soins constants. Marcus passait des heures à ses côtés, notant la moindre amélioration. Un mouvement de la queue, un regard plus vif, une tentative maladroite de se lever. Chaque signe représentait une victoire. Au bout d'une semaine, il parvint à se tenir debout quelques secondes, vacillant mais déterminé. Marcus choisit de lui donner un nom, Shani, merveilleux en langue tswana. Le prénom résonnait comme une promesse, un symbole d'espoir. Il savait qu'un nom marquait le passage d'une simple donnée biologique à une existence singulière, digne d'être défendue. À mesure que Shani reprenait des forces, son caractère se révéla. Curieux, il observait chaque mouvement des soigneurs, réagissant au bruit, tendant l'oreille aux voix familières. Sa blancheur éclatante attirait tous les regards, et déjà des rumeurs circulaient. Les chercheurs, les médias, même les autorités voulaient en savoir plus. Les photos prises par Marcus commencèrent à se répandre. Le lionceau blanc du Kruger devenait une figure médiatique avant même d'être tiré d'affaire. Cette soudaine notoriété inquiétait Marcus. Il craignait que Shani ne devienne un objet de convoitise, pour les zoos, pour les riches collectionneurs, ou pire pour les braconniers. Le leucisme, aussi rare que fascinant, transformait l'animal en cible. Il nota dans son carnet, jour 61, nécessité d'un plan de protection renforcé. Question morale persistante. Avons-nous le droit de lui imposer une vie hors de la savane? Pendant ce temps, dans la brousse, Zola poursuivait son chemin avec ses 2 lionceaux dorés. Il grandissait, s'endurcissait, apprenait à chasser. Elle ne se retournait plus. Le lien maternel avait cédé devant l'implacable logique de survie. Pourtant, Marcus se surprenait à imaginer ce qu'elle ressentirait si elle voyait Shani en vie, debout, luttant malgré tout. Au fil des semaines, Shani gagna du poids. Son pelage devint plus dense, sa démarche plus assurée. Mais jamais il ne pourrait être rendu à la vie sauvage. Sa blancheur compromettait toute chance de chasse discrète, et son passé de rejet l'avait privé des apprentissages essentiels. Il serait toujours un être à part, fragile et exposé. Marcus en avait conscience. Dès lors, il orienta ses réflexions vers un autre rôle possible pour lui, celui d'un ambassadeur. Les débats entre scientifiques s'intensifièrent. Certains affirmaient que le sauver revenait à trahir la nature, à fausser le processus évolutif. D'autres voyaient en lui une opportunité unique de sensibiliser le monde à la fragilité des lions et à la nécessité de protéger leurs habitats. Au centre de soins,
Chani devenait chaque jour plus présentable aux visiteurs, ses yeux bleus captivant ceux qui croisaient son regard. Marcus, pourtant, restait prudent. Chaque soir, lorsqu'il s'asseyait près de lui, il se souvenait des cris désespérés résonnant dans la brume, le jour où sa mère l'avait quitté. Il se rappelait aussi l'incompréhension dans ses yeux lorsqu'il observait le clan lui tourner le dos. Sauver Chani n'était pas un triomphe, mais une responsabilité immense. Car la vraie question dépassait ce seul lionceau. Elle touchait au rôle même de l'humanité dans l'équilibre fragile du monde sauvage. Jusqu'où intervenir? Quand respecter la loi cruelle de la sélection? Et quand choisir la compassion? Marcus sentait que Chani n'était pas seulement un survivant, mais le miroir de ce dilemme universel. Ainsi, le petit lion blanc, rejeté par les siens, devint peu à peu le centre d'un récit plus vaste, où la science, la morale et l'émotion s'entrecroisaient. Et Marcus, malgré le poids de ses doutes, savait déjà qu'il irait jusqu'au bout pour protéger cette vie improbable, ce miracle fragile au pelage d'ivoire. Les semaines s'étaient transformées en mois, et Chani, le petit lion blanc autrefois mourant, avait désormais pris de l'ampleur. Sa silhouette restait encore juvénile, mais ses muscles se développaient, sa démarche gagnait en assurance et son pelage blanc ivoire luisait sous le soleil comme une flamme indomptable. Chaque visiteur du centre, qu'il s'agisse d'un chercheur, d'un vétérinaire ou d'un journaliste, ne pouvait s'empêcher de s'arrêter devant lui. Ses yeux bleus, rares et troublants, semblaient contenir à la fois la fragilité d'un être sauvé de justesse et la noblesse d'un symbole né pour marquer les esprits. La notoriété de Chani dépassa vite les limites de la réserve. Des articles furent publiés dans des revues internationales, les réseaux sociaux s'emparèrent de son image, et son histoire inspira déjà des documentaires. Le lion blanc du Kruger devenait un emblème de survie contre toute attente. Mais Marcus, au milieu de cette effervescence, sentait grandir son inquiétude. La célébrité, il le savait, était une arme à double tranchant. Les braconniers, toujours à l'affût de la rareté, voyaient désormais dans Chani un trophée vivant, une fortune à 4 pattes. Certains eaux d'Europe et d'Asie proposaient des sommes vertigineuses pour l'obtenir. Des collectionneurs privés, dans l'ombre, faisaient circuler leurs offres. L'animal, rejeté par sa propre espèce, devenait la proie convoitée de l'espèce humaine. Marcus s'opposa fermement à toute transaction. Dans les réunions avec la direction de la réserve, il fit valoir que Chani ne pouvait être réduit à une curiosité enfermée dans une cage. Il devait rester dans son environnement naturel, protégé, et devenir l'ambassadeur d'une cause plus vaste, celle de la conservation des lions et au-delà, de toute la faune menacée. Le débat fut houleux. Certains biologistes rappelaient que ce lionceau n'aurait jamais survécu sans l'intervention humaine, qu'il représentait une anomalie vouée à disparaître selon les lois de l'évolution. D'autres, au contraire, voyaient dans sa survie une occasion unique de frapper l'opinion mondiale, de donner un visage concret aux ravages qui guettaient les espèces sauvages. Finalement, la décision fut entérinée. Chani resterait au Kruger, sous haute surveillance, et son histoire serait intégrée aux programmes éducatifs et aux campagnes de sensibilisation internationale. Des écoles vinrent visiter le centre, des enfants écoutèrent fascinés le récit de ce lionceau rejeté puis sauvé. Les enseignants parlaient de résilience, de différence et de solidarité. Dans les médias, Chani devint l'icône d'une Afrique en lutte pour préserver ses trésors naturels. Marcus, pourtant, gardait un sentiment ambivalent. Chaque fois qu'il croisait le regard de Chani, il ressentait à la fois une immense fierté et une douleur sourde. Fierté d'avoir sauvé une vie et d'avoir donné au monde un symbole d'espoir. Douleur, parce qu'il savait que Chani ne connaîtrait jamais la liberté sauvage. Jamais il ne pourrait bondir à travers les hautes herbes pour abattre une antilope, ni rugir au cœur de la nuit pour marquer un territoire. Sa destinée avait basculé le jour où Zola, sa mère, l'avait abandonné pour préserver ses 2 autres petits. Ce choix, dicté par l'instinct, avait condamné l'un pour sauver les autres. Un soir, Marcus s'assit près de l'enclos, alors que le soleil se couchait derrière les acacias. Le ciel s'embrasait de rouge et d'or, et la savane vibrait des bruits du crépuscule. Chani, couché dans l'herbe, leva lentement la tête et planta ses yeux bleus dans ceux du ranger. Dans ce regard, Marcus crut lire plus qu'une simple vitalité retrouvée. Il y vit une sorte de sagesse muette, comme si l'animal avait conscience de porter une histoire plus grande que la sienne. Marcus murmura alors « Tu n'es pas seulement né pour survivre. Tu es né pour rappeler aux hommes ce qu'ils risquent de perdre. » Pendant ce temps, loin du centre, Zola et ses 2 lionceaux dorés devenus adolescents chassaient déjà. Leur pelage se fondait dans les herbes, leurs muscles roulaient sous la peau, et ils apprenaient à se coordonner pour surprendre les troupeaux. Ils ignoraient tout du destin de leur frère blanc. La vie poursuivait son cours, implacable, indifférente. Pour eux, il n'était plus qu'un souvenir effacé. Marcus observa cette dualité avec une lucidité douloureuse. D'un côté, la loi de la nature, cruelle mais cohérente, qui sacrifie sans pitié les individus trop différents. De l'autre, l'intervention humaine, imparfaite, parfois intrusive, mais capable de compassion et de choix moraux.
Chani incarnait cette ligne de fracture. Il était à la fois l'enfant maudit de la sélection et le témoin vivant de la responsabilité des hommes. La nuit tomba. Les étoiles s'allumèrent au-dessus de la savane. Au loin, un rugissement résonna, celui d'un lion sauvage affirmant sa force. Chani redressa brusquement les oreilles, se leva et regarda l'horizon. Son corps vibra de ce son ancestral, comme si un fil invisible le reliait encore à sa lignée. Il n'appartiendrait jamais à ce monde sauvage, mais il emportait l'écho dans son sang et dans son souffle. Marcus, ému, comprit alors que l'histoire de Chani n'avait pas de véritable fin. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un lionceau sauvé, mais celle d'un miroir tendu à l'humanité. À travers lui, chacun était invité à s'interroger. Quand faut-il laisser la nature décider et quand faut-il choisir d'intervenir ? Quelle valeur accorde-t-on à une vie, aussi fragile et improbable soit-elle ? Et tandis que le vent chaud de la savane soulevait les herbes, Marcus referma son carnet de notes. Sur la dernière page, il écrivit « Chani, survivant, symbole et rappel ». Tant que son histoire sera racontée, rien n'aura été vain.